Salut à tous et bienvenue sur AZ237. La vidéo de ce jour raconte une histoire inhabituelle au sujet d'un petit garçon incroyable qui n'a jamais pu ressentir les joies de la vie élémentaire que beaucoup d'entre nous considèrent comme quelque chose de banal. Ce petit garçon n'a jamais pu prendre sa mère dans ses bras et a passé tout son temps en confinement depuis sa naissance jusqu'à son dernier jour. Cependant, il est resté dans la mémoire de beaucoup de gens comme quelqu'un qui avait une grande espérance, un véritable optimiste et la foi. En regardant cette vidéo, chacun de nous peut peut-être repenser et comprendre ce qui est le plus précieux dans sa vie. Mais avant de commencer, voici la question du jour. Qu'est-ce qui peut être cassé même si on ne l'a jamais touché? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. La famille Vetter n'était pas différente des millions d'autres Américains qui rêvaient d'une grande et solide famille, mais malheureusement leur bonheur ne s'est jamais réalisé. Lorsque leur premier enfant est né, il a été diagnostiqué avec un grave déficit immunitaire combiné. Cette pathologie a rendu le bébé très vulnérable et à l'âge de 7 mois, cette forme extrêmement rare de maladie n'a pas été guérie. La situation est encore plus ironique car il y avait une probabilité de 50% que leur prochain enfant ait le même diagnostic. Les parents ont été dévastés mais ont gardé espoir et ont finalement eu une deuxième chance. Le 21 septembre 1971 à Houston, au Texas, David Philip Vetter est né. Ses parents étaient aux anges, mais dès sa naissance, les médecins ont été contraints de constater une maladie. Le seul espoir pour le nouveau-né était une greffe de moelle osseuse. Les médecins de l'école de médecine Baylor ont convaincu les parents que leur fille aînée Catherine pourrait être donneuse pour leur fils. Pendant ce temps, il était possible de le placer dans une boîte stérile en attendant la greffe de moelle osseuse. À ce moment-là, tout le monde pensait que la solution avait été trouvée, mais personne ne se doutait que la moelle osseuse pourrait ne pas être compatible. La maladie de David était due à un défaut génétique qui perturbait le fonctionnement de la glande, ce qui signifie que le bébé n'avait pas de lymphocytes T et les lymphocytes B ne fonctionnaient pas. C'était une maladie rare qui se produit chez un nouveau-né sur 100 000 et David était cet enfant-là. C'est exceptionnel, 1 sur 100 000. En d'autres termes, l'enfant était complètement dépourvu d'immunité et son corps ne pouvait pas lutter contre les microbes et les infections comme on l'a découvert plus tard. La moelle osseuse de la sœur était compatible avec les tissus du bébé et comme la médecine n'avait pas encore trouvé de solution à ce problème, les scientifiques ont suggéré aux parents de laisser le garçon dans une boîte stérile jusqu'à ce qu'il trouve une solution. Mais personne ne pouvait dire combien de temps cela prendrait. C'est ainsi que la vie de David a commencé dans une bulle stérile. Il a été baptisé avec de l'eau bénite désinfectée et est resté enfermé dans la bulle stérile pendant des dizaines d'années avant que quoi que ce soit puisse entrer en contact avec lui, que ce soit de l'eau, de l'air, de la nourriture, des couches ou des vêtements. Tout ce qui devait entrer en contact avec David, que ce soit de l'eau, de l'air, de la nourriture, des couches ou des vêtements, devait être soigneusement désinfecté pour qu'il puisse être touché exclusivement à l'aide de gants plastiques spéciaux. Les jouets, les livres et autres objets étaient nettoyés de toute trace de colle et d'étiquette puis placés dans une chambre remplie d'oxyde d'éthylène et laissés là pendant 4 heures à une température de 60 degrés, après quoi ils étaient aérés pendant 7 jours. Seulement alors, le petit David pouvait les toucher. Ainsi le temps passait et David grandissait. Il a commencé à comprendre qu'il n'était pas comme les autres. Quand il pleurait, personne ne pouvait simplement le prendre dans ses bras et le réconforter avec l'amour maternel. Ses parents se sont épuisés à lui rendre visite tous les jours. Bien sûr, de telles conditions d'existence ne pouvaient ne pas laisser de traces. Avec le temps, le garçon est devenu psychologiquement instable, très irritable et dépressif. Plus tard, il a commencé à réaliser quelle vie l'attendait et en quoi il était différent des gens ordinaires, comme vous et moi. À l'âge de 4 ans, il a percé sa bulle avec une seringue oubliée par quelqu'un.
À cet âge, l'enfant ne comprenait pas grand-chose. Les parents ont conclu que la bulle ne serait plus un obstacle pour leur enfant. C'est alors qu'ils ont dû expliquer à David les microbes et le danger de mort. Depuis lors, le petit garçon a développé une autre phobie, la peur des microbes. Plus il grandissait, moins il y avait de place dans la bulle pour lui. Pour qu'il puisse s'amuser un peu, un autre espace de jeu a été ajouté d'environ 3,5 mètres sur 2. En 1975, une assemblée de scientifiques de premier plan du pays a été convoquée pour discuter de la situation. Outre la discussion médicale des problèmes, la question de l'éthique de la situation a été soulevée. Le docteur John Montgomery, responsable du projet, a été interrogé sur la durée de l'expérience. Après avoir réfléchi un peu, il a répondu « Jusqu'à ce que nous comprenions que nous avions fait tout ce qui était possible pour aider David ». Pendant tout ce temps, David a été éduqué comme un enfant ordinaire selon le programme scolaire. Des célébrités venaient souvent le voir et se faisaient photographier en arrière-plan de la bulle du garçon. Ils ont essayé de le soutenir un peu car tout le monde comprenait que personne dans ce monde immense n'était capable de l'aider. Lorsque David a atteint l'âge de 6 ans, les spécialistes de la NASA ont décidé de faire quelques expériences et ont fabriqué un petit scaphandre pour les promenades du petit garçon. Cependant, il a fallu plusieurs jours avant que le garçon puisse le mettre car il y avait des microbes. Il a même fallu quelques jours supplémentaires pour qu'il puisse simplement sortir de la bulle qu'il n'avait jamais quittée de sa vie. Mais sa première promenade a été mémorable. Pour la première fois de sa vie, il a pu voir une multitude d'objets. C'est difficile à imaginer, mais à seulement 6 ans, le garçon a fait plus de 6 pas dans la même direction, car toute sa bulle avait une longueur de 6 pas. C'est alors qu'il a pu se retrouver pour la première fois à l'extérieur de la boîte et a été tellement frappé par l'herbe verte et le chant des oiseaux que même des choses aussi ordinaires pour les autres sont devenues une découverte immense pour lui. Ce jour-là, David a pu s'amuser dans le petit scaphandre avec sa sœur Catherine sur la pelouse. De par leur profession en scientifique, les parents ont tout fait pour que la vie de l'enfant ne soit pas différente de celle d'un enfant normal. Il regardait la télévision portable achetée et installée dans sa bulle grâce à l'hôpital, mais David voulait non seulement observer la vie à la télévision, mais aussi y participer. Son frère et sa sœur étaient très proches, même s'il y avait parfois des bagarres à travers les gants du mur de la bulle. Un jour, David a frappé Catherine et s'est immédiatement enfui de l'autre côté de la bulle qu'il était impossible d'atteindre avec les gants. Dans les disputes entre enfants, Catherine avait toujours le dessus. Non seulement elle pouvait menacer de débrancher la bulle du réseau électrique à tout moment, mais elle avait également exécuté sa menace plusieurs fois. Lorsque l'air sortait de la partie principale de la bulle, David se glissait dans le compartiment de secours spécial et y restait en suppliant Catherine de reconnecter la bulle au réseau. Bien sûr, il jouait et s'amusait aussi. Souvent, sa sœur passait la nuit à côté de la bulle pour soutenir son petit frère, mais le temps a passé et même les plus grands esprits médicaux n'ont pas pu trouver de remède pour sa maladie. Dans les années 80, le gouvernement américain a commencé à se plaindre de l'expérience coûteuse de David. Chaque année, l'État dépensait 1 à 3 millions de dollars pour soutenir son laboratoire. Mais cela n'a pas plu à tout le monde car il était difficile de savoir ce qui allait se passer si financièrement le projet était coupé. Certains médecins ont proposé d'injecter des antibiotiques à David, ce qui aurait conduit à sa mort certaine, mais les parents ont refusé cette issue et ont accepté une greffe de moelle osseuse de sa sœur Catherine. En 12 ans, depuis sa naissance, la médecine a progressé légèrement, ce qui a donné un petit espoir de succès. Lorsque le jour de l'opération est arrivé, toute l'Amérique a prié pour David. Le 23 octobre 1983, l'opération a réussi et pendant un certain temps, les médecins ont sérieusement espéré que David pourrait finalement quitter sa bulle. Cependant, en décembre de la même année, David a commencé à se sentir mal pour la première fois de sa vie. Avec la greffe de moelle osseuse, il avait également contracté le virus d'Epstein-Barr, qui normalement ne provoque pas de symptômes chez les gens infectés. Pour le garçon sans immunité, le virus était une sentence de mort. Lorsque son état est devenu critique, il a été retiré de sa bulle et sa mère a pu le toucher pour la première fois de sa vie sans les parois de la bulle. À ce moment-là, David a demandé un Coca-Cola dont il a rêvé toute sa vie. Quelques jours plus tard, il est décédé de sa maladie. La maladie de David est maintenant connue sous le nom de syndrome de l'enfant de la bulle.
Sur sa tombe, il est écrit « Il n'a jamais touché le monde », choisi en l'honneur de la vie de David, qui était courte, mais pleine d'espoir. Plus tard, un film a été réalisé sur sa vie intitulé « Le garçon dans la bulle ». En 1990, une école a été créée dans la ville de Woodlands, comté de Montgomery au Texas, appelée l'école primaire David Vetter en l'honneur de David Vetter ainsi que son amie et psychologue personnelle, Mary Murphy. Les parents de David ont décidé de ne pas publier le rapport final de sa vie comme il l'avait demandé car ils ne voulaient pas révéler les secrets les plus intimes de leur fils au monde entier. David Vetter mérite d'être honoré et de faire réfléchir quand chacun d'entre nous, chaque fois, nous nous demandons ce qui nous manque dans la vie pour être complètement heureux. Les amis de David ou ceux qui ont appris son histoire diront que tout ce dont nous avons besoin pour être vraiment heureux est déjà en notre possession. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour, une promesse. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.